Bonjour à toutes et à tous, 9h33, on commence à l'heure. Bienvenue à The Island, le siège du groupe Pernod Ricard depuis 2020. The Island, ça veut dire île en anglais, donc c'est une référence à notre patrimoine, l'île de Bandor, l'île des Ambiers, et puis un mot anglais aussi qui traduit notre dimension globale et internationale aujourd'hui en 2023. Bienvenue à cette matinée F2IC. Je dis matinée, dans une heure, vous serez libérés, toutes et tous. Merci au président Lefebvre de la F2IC. Merci Aldo Sicurani, directeur général de la F2IC, d'avoir co-organisé avec le groupe Pernod Ricard cette heure à la rencontre des dirigeants du groupe pour parler de la stratégie, pour parler de la technologie, de la responsabilité sociale et environnementale et bien sûr pour parler aussi à vous, actionnaires individuels. D'ailleurs, tout le monde n'est pas forcément actionnaire du groupe Pernod Ricard. Est-ce que vous pouvez lever la main, les actionnaires dans la salle? On a une grande majorité. Alors, il y en a certains que je reconnais qui font déjà partie du club premium des actionnaires individuels de Pernod Ricard. Merci d'être là à nouveau. Il y a certaines choses que vous avez déjà entendues, vous, actionnaires du club premium. Donc, voilà, vous aurez un petit rappel des fondamentaux. Et puis, je suis sûr qu'il y a des choses que vous apprendrez quand même sur la fin de cette heure. Et puis, pour les autres, on vous présentera le club des actionnaires tout au fil de cette matinée auquel vous pourrez adhérer. Il y aura des formulaires à la fin de cette session. On vous avait préparé quand même une slide sur l'histoire du groupe Pernod Ricard, mais je pense que comme vous êtes actionnaire, elle est assez chargée, 50 ans d'histoire, presque 50 ans. Je ne vais pas vous la commenter trop, vous pouvez la prendre en photo si vraiment vous avez des trous de mémoire, mais je crois que vous la connaissez toutes et tous. Ça a commencé en 1975 avec la fusion entre Pernod et Ricard. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes toujours numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Je n'en dis pas plus, je vais passer la parole à Aldo Sicurani pour une introduction de cette matinée. Merci François. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous voir dans ce lieu magnifique. Je disais à Alexandre Ricard que le quartier a beaucoup changé depuis ma jeunesse. Pour ceux qui le connaissent, à l'époque, on évitait certaines rues. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment un endroit magnifique que Pernod Ricard a contribué à transformer, d'ailleurs, avec ce très beau siège et ce bel auditorium où nous sommes reçus aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir pour moi parce que Pernod Ricard a été longtemps adhérent à la fédération, puis plus, et maintenant de nouveau. Ils soutiennent les actionnaires individuels, ils soutiennent la fédération, et puis ils vous soutiennent vous avec cette manifestation dans une période qui est quand même un peu compliquée. On le voit ces jours-ci. Alors pour ceux qui s'en souviennent, moi ça me rappelle cette année 2015 où le CAC 40 avait pris 20% en 4 mois et avait connu ensuite une deuxième partie de l'année extrêmement difficile. J'ai l'impression qu'on revit cette année 2015. Alors les circonstances étaient complètement différentes à l'époque, mais on a eu un démarrage d'année absolument sur les chapeaux de roue. Et puis depuis le mois de mai, on vit des mois quand même assez compliqués et tout le monde en souffre. Hein. Le groupe Pernod Ricard comme d'autres, surtout en particulier les groupes de consommation qui subissent la hausse de l'inflation, la réduction de la consommation mais quand même on constate que beaucoup résistent bien et puis parfois peut être des opportunités d'achat. Il y a des sociétés qui ont des multiples historiques de valorisation qui étaient très élevés et qui deviennent plus raisonnables. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Ce qui est très important, enfin moi il me semble, quand on gère un portefeuille d'actions, et c'est votre cas à tous, c'est de se porter sur le long terme, parce que ce qui compte c'est la performance sur 5-10 ans. Alors, vous avez la chance d'être actionnaire d'un groupe qui superforme largement le CAC 40 depuis plusieurs décennies, et c'est important. Et puis il faut aussi regarder le dividende, parce que ça compte
dans la performance globale. Quand vous regardez les cours d'un titre, finalement, vous n'avez qu'un cours brut. Vous n'avez pas le dividende qui est intégré dans votre rendement. Alors, j'ai pas fait le calcul pour Pernod Ricard parce que c'est très compliqué, mais je peux vous le donner pour le CAC 40. Le CAC 40 a démarré à 1000 le 31 décembre 1987. Il est à 6800 points en baisse de 10% par rapport à son record du mois d'il y a 6 mois. 6800 points, ça fait 6,8 fois en 35 ans, un peu moins de 35 ans. Dividende net réinvesti après une ponction de 30%, de prélèvement à la source de 30%, il est à plus de 16 000 points. Donc vous voyez l'impact du dividende sur votre rendement. Voilà ce que je voulais vous dire avant de rendre la parole à François Doux pour qu'il anime la suite de cette matinée. Merci beaucoup, Monsieur Sicurani, cher Aldo. Donc, nous avons préparé un agenda de cette matinée. Nous avons la chance, leurs agendas, je parle au pluriel, est extrêmement chargé à tous les quatre. Mais donc, on va commencer avec une vision, la convivialité, la big picture, comme on dit en anglais, avec Alexandre Ricard, le président directeur général. Ensuite, on va parler de la performance financière. On a eu le chiffre d'affaires du premier trimestre. Je vous rappelle que nous sommes dans un exercice décalé qui a été publié la semaine dernière. On va voir la performance financière globale avec Hélène de Tissot, qui est vice-présidente Executive Finance et IT. Et puis, en parlant d'IT, on va entrer dans le vif du sujet ensuite avec David Lépicier, qui est directeur Data Science et Gestion des données. On va plonger dans les coulisses technologiques du groupe Pernod Ricard. Comment mieux vendre tout simplement des bouteilles que vous connaissez toutes et tous, dans quels endroits. Bref, la technologie au service de Pernod Ricard. Et puis on va terminer avec la responsabilité sociale et environnementale. Nos expériences doivent être durables, du terroir au comptoir. Et c'est Noémie Bauer qui terminera cette session. Elle est directrice business durable. Sans plus attendre, j'appelle Alexandre Ricard à me rejoindre. Bien, en tout cas, bonjour à toutes et à tous et bienvenue effectivement à The Island. Peut-être un mot sur cet endroit. Nous avons emménagé à The Island en juillet 2020, juste après le déconfinement Covid. Ce bâtiment, c'est 18 000 m² de bureaux qui rassemble à peu près 1000 collaborateurs du groupe Pernod Ricard. Il n'y a pas un seul bureau. Et tout a été conçu pour générer toutes les rencontres improbables entre les différentes entités du groupe Pernod Ricard qui sont présentes ici, entre les différentes marques, entre les différentes fonctions. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs sont ravis tous les jours de venir se retrouver ici au bureau, en plein cœur de Paris. Je confirme. Pour entrer dans le vif du sujet, Alexandre, le groupe Pernod Ricard se dit créateur de convivialité. Alors la convivialité, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde a son idée de la convivialité, mais on peut la définir comme une étincelle qui jaillit lors de rencontres. Une étincelle, c'est ce petit supplément d'âme qui fait que ce moment-là va devenir mémorable. On va se souvenir parfois toute notre vie. Alors ça peut être autour d'un verre ou pas forcément, mais en tout cas, ma première question est comment est-ce que le groupe Pernod Ricard contribue à cette convivialité qui est au fond un petit peu dans notre ADN ? C'est une excellente façon de commencer parce que, in fine, créateur de convivialité, c'est fondamentalement notre raison d'être. On est là pour ça. Et quand on parle d'ADN, si je remonte à mon grand-père, Paul Ricard, il avait un slogan, il disait à toutes ses équipes « Faites-vous un ami par jour ». Voilà. Et en plus aujourd'hui, et puis on le verra peut-être un peu plus tard, grâce aux réseaux sociaux, on est même capable de se faire beaucoup d'amis par jour. Et on est quelque part, même dans l'événementiel, parce que pour animer nos marques, on crée des événements, on va dans les bars, on fait de l'animation, on va dans les magasins, on fait de l'animation, on crée des soirées. Il n'y a pas un moment de la journée où il n'y a pas en ce moment, par exemple,
Alors, vu le décalage horaire en Asie, par exemple, là, au Japon, en Corée et en Chine, il y a des tonnes de soirées qui sont animées par nos équipes. Donc pour nous, la convivialité dépasse la bouteille. C'est toute l'expérience qu'on génère à travers notre métier. Nous nous appelons des créateurs de convivialité, c'est notre raison d'être. On parle même de convivialistes, quelque part. Et ça se traduit aussi par un taux d'engagement énorme chez Pernod Ricard, et quelle que soit la fonction, parce que c'est pas que nos commerciaux, c'est pas que ceux qui font du marketing. Si je pense par exemple à nos amis à la production, ils savent que quand ils produisent nos whiskies, nos cognacs, nos différentes eaux de vie de façon plus générale, qui participent à cette notion de convivialité, qui est vraiment le vivre ensemble de façon harmonieuse et sympathique. Et il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'a pas un souvenir d'une soirée autour d'un verre et où à un moment, il y a eu cette étincelle, cette magie qui crée des souvenirs. Et puis pour moi, finalement, je pense que l'idée, c'est de participer de tous ces souvenirs, qu'ils soient grands, des grands mariages, de grandes célébrations, ou tout petits, quand on rentre chez soi à la fin d'une journée et qu'on retrouve sa famille, et puis, dans mon cas, qu'on se fait le petit apéro. Parlons maintenant du groupe Pernod Ricard, qui est donc numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Vu de France, c'est vrai que c'est un beau marché, mais nous regardons le marché mondial. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu où se trouve sur ce marché mondial le groupe Pernod Ricard? On n'est pas partout. Non, nous ne sommes pas partout. Et d'ailleurs, pour faire très simple, le marché mondial des alcools, ce qui est tout en haut là, c'est un marché en déclin structurel. Donc le volume de l'alcool consommé dans notre monde baisse tous les ans, de façon régulière d'ailleurs, et structurelle. Mais derrière ce grand marché de l'alcool, il y a des segments très différents. Il y a ce qu'on appelle le segment traditionnel. Donc là, ce sont les alcools. D'ailleurs, le plus grand des segments traditionnels, c'est le fameux Baijiu, qui était une liqueur chinoise. Et puis, il y a ce qu'on appelle les spiritueux de style occidentaux. Bon, tequila, gin, whisky, vodka, cognac, etc. Donc, c'est à droite. Et au sein même de ce segment, là encore, il y a deux sous-segments. Celui des spiritueux occidentaux mais locaux, et celui des spiritueux internationaux. Et c'est bien sur ce segment, et seulement sur ce segment, que nous opérons. Et ce segment, lui, est en croissance structurelle. C'est ce qu'on appelle, quelque part, le boire moins, mais mieux. Alors pour le dire en chiffres, vous voyez bien là, voilà, nous opérons sur le segment qui est en croissance par rapport au segment total des spiritueux, qui lui est en déclin structurel. Et là, si on prend un indice 100 en 2015, vous voyez qu'en 7 ans, le segment total des spiritueux a perdu à peu près 20%, là où le segment dans lequel nous opérons a gagné 30%. C'est la preuve par les chiffres du boire moins, mais mieux. Et un petit point, parce que je pense que c'est intéressant, c'est en plus ce segment qui, entre la bière, le vin et les spiritueux, vous voyez que nous sommes passés à 41% de part de marché. Voilà. On va rentrer un petit peu plus sur le portefeuille du groupe Pernod Ricard. Est-ce que justement vous pouvez nous expliquer pourquoi ce portefeuille finalement est très puissant? C'est un avantage concurrentiel. Nous sommes le deuxième acteur mondial des vins et spiritueux, mais nous avons le portefeuille le plus vaste de l'industrie. Nous avons à peu près 240 marques, dont une quarantaine, et vous les voyez là pour l'essentiel, de marques stratégiques qu'on répartit différemment.
Toutes ces marques-là sont évidemment premium. Nous couvrons, alors la façon dont on regarde l'industrie dans laquelle nous opérons, on la regarde par ce qu'on appelle les moments de consommation. Et d'ailleurs, les plus poètes d'entre nous appellent ça des expériences de convivialité. Pour être très concret, par exemple, le plus grand moment de consommation en France, c'est le moment apéritif. Mais il y a beaucoup de moments. Il y a une vingtaine en moyenne de moments de consommation par pays. Le dîner romantique, la sortie entre amis, la sortie entre copains, la sortie entre copines, la sortie très énergique, etc., etc., la sortie plus relaxe. Bref, nous cartographions ces moments de consommation marché par marché. Et ensuite, nous identifions notre portefeuille de marque par rapport à chacun de ces moments de consommation. Et d'ailleurs, chaque moment de consommation, derrière, se traduit par ce qu'on appelle un pool de revenus. Donc, on arrive à chiffrer la valeur d'un moment de consommation par rapport à un autre. Ensuite, à le matcher avec un ou plusieurs de nos produits. Et ensuite, à définir une stratégie d'activation derrière chacun de ces moments-là. Et là où c'est un avantage compétitif majeur, c'est qu'avec un tel portefeuille, nous arrivons à couvrir la quasi-totalité, du moins la totalité des moments de consommation qui nous intéressent. Il y a des moments de consommation qui nous intéressent moins. Si je prends l'exemple de l'apéritif en France, ce moment de consommation, c'est un moment que nous ciblons avec un certain nombre de marques, à commencer évidemment par la première d'entre elles en France, qui est la marque Ricard pour le pastis, mais avec une autre marque d'ailleurs française, qui est la marque Lillet, où on l'active sous forme de Lillet Spritz en apéritif. Au sein même du segment, enfin du moment de consommation apéritif, il y a ce qu'on appelle l'apéritif trendy chic, qu'on peut activer plutôt avec nos champagnes en apéritif. Et enfin, avec notre rosé Côte de Provence, Sainte-Marguerite. Et sans oublier, bien sûr, un certain nombre de cocktails. C'est nos équipes qui ont généré la fameuse vague du Mojito et qui ont fait de Havana Club le rhum leader sur le marché français, ou d'autres cocktails à base de vodka avec la marque Absolut qui est devenue leader sur le segment premium. Voilà, par exemple, comment on active ce plus gros moment de consommation en France. Dernier point, et parce que ça permettra d'introduire ce que vous verrez plus tard dans la matinée avec David, ceci est un avantage compétitif majeur dès lors qu'on arrive à gérer des dizaines et des dizaines de marques par moment de consommation, etc. dans un marché. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il était difficile d'activer plus de 6 à 8 marques sur un marché donné, pour un certain nombre de raisons. La première, parce que le cerveau humain a ses limites. Donc au bout de 6 à 8 priorités, on commence à être peut-être parfois un peu confus. Et la deuxième raison, c'est les ressources financières. Mais grâce au digital et grâce à l'intelligence artificielle, vous le verrez tout à l'heure, on arrive à dépasser ces limites-là parce que d'une part, on arrive à gérer une vingtaine, une trentaine de marques sur un marché donné avec l'aide de cette intelligence artificielle. Vous aurez des exemples concrets plus tard. Et d'un point de vue de ressources, nous avons aussi des outils qui nous permettent de les optimiser, de générer des économies et de les réinvestir. Voilà ce qui fait de ce portefeuille un portefeuille, je suis peut-être biaisé en disant magnifique, mais surtout, et ça c'est factuel, le plus large portefeuille dans l'industrie. Et ce portefeuille, vous le faites vivre, c'est-à-dire que l'on achète certaines marques, on en cède d'autres. Et juste pour vous montrer un exemple, Alexandre Ricard vient de mentionner, une petite vidéo et qu'on va commenter juste après, mais pour vous montrer comment le groupe Pernod Ricard, l'une de ses forces, c'est d'accueillir les marques et surtout de les faire grandir. Un petit mot sur cette success story Lillet qui a commencé à Pau-d'Ensac et qui maintenant rayonne grâce au groupe Pernod Ricard. Je pense que c'est un magnifique cas d'école de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire identifier des pépites extraordinaires
parfois qu'on peut appeler, soit dans un cas des belles endormies, soit dans un autre cas, je donnerai d'autres exemples, des marques, des petites marques mais à très fort potentiel, qui sont dynamiques mais qui ont besoin d'un réseau pour éclore. Et en faire des vraies réussites. Lillet, on a racheté Lillet à Bruno Bory en mars 2008. À l'époque, la marque faisait à peu près 70 000 caisses de 9 litres. Elle était très régionale, en fait. Elle était connue à Bordeaux et dans les alentours. C'était essentiellement Lillet blanc et un tout petit peu de Lillet rouge. Et on s'est dit quand même, on peut faire de cette marque quelque chose d'extraordinaire. Nous l'avons acheté. C'est vrai, comme vous l'avez vu dans le graphe, aujourd'hui c'est 1,3 million de caisses de 9 litres par rapport aux 70 000. C'est une marque qu'on commence à trouver à peu près partout dans le monde. On a apporté peut-être 3 choses à la marque Lillet. La première, la plus importante, c'est un réseau de distribution mondiale au service de cette marque. La deuxième, c'est des investissements marketing lourds derrière. Et la troisième, une stratégie aussi d'innovation. Et vous voyez, quand on a acheté Lillet, on a décidé de créer une référence Lillet rosé, qui est une énorme réussite, qui se vend beaucoup plus maintenant que le Lillet rouge. Donc vous avez le blanc, le rosé et enfin le rouge. Et d'ailleurs, la dernière innovation en date autour de Lillet date d'il y a quelques mois. Vous ne la trouverez pas, c'est un lancement qui a eu lieu en Allemagne. Vous ne la trouverez même plus en Allemagne parce que nous sommes en rupture de stock. Donc c'est un Lillet prêt à boire, enfin une gamme de Lillet prêt à boire. Ça a été une fureur. Voilà. Et un autre exemple quand même, parce que ça c'était le cas de Lillet, mais il y a d'autres cas où on rencontre des entrepreneurs créateurs de marques, fondateurs de marques, qui atteignent un niveau, un palier à partir duquel ils ont besoin du muscle, Pernod Ricard. Et un des exemples, c'est le fondateur de la marque de gin Monkey 47, Monkey 47, qui est un gin qui est élaboré dans la forêt noire en Allemagne. Et ce créateur fondateur, qui est un génie d'ailleurs, était à la recherche au bout d'un moment d'un partenaire pour l'aider à aller plus loin, hein, parce qu'il était en gros à peu près seul. Et donc ce que je lui ai dit, ben voilà, toi tu amènes ton esprit créatif, ta connaissance du produit, et du jour au lendemain, la seule différence entre aujourd'hui et demain, si tu signes avec nous, c'est que tu vas avoir un réseau global à ton service. On va en parler dans un instant du réseau global, mais l'une des forces de Pernod Ricard, c'est ce qui sous-tend tout votre discours, c'est l'humain. Les collaboratrices, collaborateurs de Pernod Ricard sont très engagés. C'est d'ailleurs reconnu par le magazine Forbes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous cultivez. C'est une des forces du groupe. C'est notre âme, c'est notre cœur. On ne ferait jamais rien de grand sans nos équipes. Moi, je me souviens quand j'ai rejoint Pernod Ricard en 2003. À l'époque, et c'était encore possible, un peu moins aujourd'hui parce on est un peu plus nombreux, mais mon oncle Patrick, à l'époque, qui était PDG, tenait systématiquement à rencontrer tous les nouveaux collaborateurs qui rejoignaient le siège. Et à un moment donné, c'était mon tour. Donc on a déjeuné, et à la fin du déjeuner, au moment de partir, il m'a dit, si tu dois juste avoir une chose en tête maintenant que tu rejoins Pernod Ricard, tu rejoins une équipe formidable qui font des choses remarquables au quotidien. Et c'est vraiment ça, Pernod Ricard, hein. C'est des gens extrêmement engagés, quel que soit le niveau, quelle que soit la fonction, qui partagent cette même passion du produit et de ce qu'on en fait autour de la convivialité, qui aiment leur métier, qui aiment leurs collaborateurs, qui aiment l'entreprise, qui sont fiers d'en faire partie. Et c'est finalement la réussite de Pernod Ricard, de génération en génération, ce sont les collaborateurs du groupe Pernod Ricard. Ces collaborateurs, vous l'avez dit, on a 1000 ici à The Island, mais dans l'ensemble du groupe, nous sommes aux alentours de 20 000 collaboratrices, collaborateurs partout dans le monde. Et l'une des forces du groupe, c'est le réseau de distribution. Donc on voit nos 4 premiers marchés
pour vendre nos produits, que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Global Travel Retail, c'est-à-dire les aéroports, les bateaux aussi. Pouvez nous dire un petit mot sur ce circuit de distribution? C'est là aussi quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Non, absolument. Et c'est vraiment au côté, on a parlé du portefeuille, qui est un énorme avantage compétitif, qui va le devenir encore plus avec le levier digital. On a parlé de la culture, des valeurs du groupe, en fait, de nos collaborateurs, qui est, à mon sens, un avantage compétitif également majeur. Et on a le réseau. On a le réseau. Nous sommes aussi deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en termes de réseau, nous avons le réseau le plus vaste, le réseau propre le plus vaste. Il y a différents modèles dans l'industrie. Il y en a qui n'ont quasiment pas de réseau et qui passent par des distributeurs tiers. Il y en a qui ont un modèle hybride. Selon les marchés et la taille du marché, ils ont leur propre réseau. Et selon d'autres marchés moins importants, moins stratégiques, ils délèguent à des distributeurs tiers. Et puis il y a nous. Et nous, on veut que ce soit nos hommes, nos femmes qui soient derrière nos marques. Ça fait une énorme différence. Quand vous travaillez pour vos propres marques versus vous vendez et vous activez des marques qui ne vous appartiennent pas, d'abord, c'est pas la même marge. Ensuite, c'est pas la même constance dans la durée. Et c'est pas la même passion. Bon. Donc, ce réseau, c'est vrai que c'est un énorme avantage compétitif. Et en plus, au-delà du réseau, la façon dont nos ventes sont réparties, c'est-à-dire de façon très équilibrée. Si je devais résumer, un tiers de l'activité en Amérique, un tiers en Europe, un tiers en Asie, plus ou moins, la moitié dans les pays émergents, l'autre moitié dans les pays développés. Bon, c'est quasiment ce qu'on appelle l'équilibre parfait. Et là aussi, on peut en faire un avantage compétitif majeur si nous sommes extrêmement actifs et dynamiques dans la gestion de nos ressources. Parce qu'il se trouve que le monde d'aujourd'hui, c'est pas un monde qui fonctionne à cycle comparable. Donc lorsqu'il y a une zone qui est en difficulté, récession ou autre, il y a toujours une autre zone qui se porte bien. Lorsqu'il y a un pays qui traverse une passe très difficile, il y a toujours un ou deux autres pays qui, eux, se portent bien, et réciproquement parce qu'il y a des cycles. Et les cycles ne sont pas identiques et ne sont pas équilibrés. Et donc c'est là aussi qu'est notre force. Ce réseau de distribution nous permet aussi d'être au plus près des consommateurs. Et au-delà du réseau de distribution, vous en avez parlé il y a quelques secondes, c'est la technologie. Et là, notre modèle de croissance, lui, nous permet vraiment d'aller au-delà des cerveaux humains dont vous parliez. On a certes des gens brillants, mais ça nous permet d'avancer encore plus vite. Non, absolument. On cultive l'obsession du consommateur parce que, in fine, ce qui est absolument important, c'est tout ce qu'on fait, il faut que ce soit fait pour le consommateur. Qu'il préfère nos marques aux autres, que notre stratégie d'innovation soit à son service, c'est le consommateur qui est roi. On va être très clair. Et aujourd'hui, les insights consommateurs proviennent de plus en plus de la donnée. Donc on arrive plus on analyse les données, plus on comprend nos consommateurs, plus on comprend ceux qu'ils recherchent, ceux qui veulent. On arrive à analyser les tendances de fond, les tendances de long terme, les tendances émergentes, ce qui nous permet également d'anticiper. On a créé un modèle qu'on appelle notre modèle de croissance, avec 6 axes de croissance, 3 axes qui concernent nos fondamentaux, et 3 autres axes qui vont bien au-delà des fondamentaux pour préparer l'avenir de très long terme. Je vais rapidement parler des 3 axes de croissance fondamentaux. Évidemment, le premier, c'est la gestion de notre portefeuille. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure et vous le verrez un peu plus tard comment on peut aller même encore plus loin grâce au digital et à la donnée. Un autre axe, c'est l'optimisation des prix. Et là aussi, on utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les promotions. Un autre axe, et j'en parlais tout à l'heure pendant le café, c'est le prestige. C'est notre stratégie de montée en gamme. Je disais, on couvre en fait tous les positionnements prix
partir de l'entrée de gamme premium, en dessous on n'opère pas, c'est pas notre intérêt, jusqu'à 1 million d'euros la bouteille. Donc on démarre en Inde à 5 euros à peu près la bouteille, et on vend jusqu'à une bouteille à 1 million d'euros. C'est une bouteille de Martell. C'est une Dame Jeanne, c'est un peu plus qu'une bouteille d'ailleurs, au demeurant. Mais enfin, c'est une Dame Jeanne en édition non pas limitée, mais unique. Donc qui change évidemment chaque année. Des bouteilles à 100 000 euros, d'autres bouteilles à 50 000 euros. Et notre cœur de métier sur le premium, c'est entre 20 et 30 euros. Mais voilà, donc ça c'est les trois, donc le prix, le portefeuille, la montée en gamme, et puis préparer demain, évidemment les nouveaux produits, les nouvelles catégories, de façon plus générale l'innovation. Et donc là récemment, sur les nouvelles catégories, il y a une catégorie qui est en pleine explosion, alors pas en France pour des raisons d'ailleurs de taxes, mais surtout aux États-Unis et dans quelques pays européens, à commencer par le Royaume-Uni et l'Allemagne, et puis aussi en zone Pacifique, en particulier l'Australie, c'est les prêt-à-boire. Donc d'ailleurs, vous parliez avec Lillet, Lillet en Allemagne, c'est un prêt-à-boire, c'est le cocktail en canette en fait. Absolument. Le deuxième axe dans la partie au-delà des fondamentaux, c'est nos routes to consumer, et c'est là où vous retrouvez le e-commerce. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a conduit en particulier à acheter une magnifique plateforme qui s'appelle le Whisky Exchange, qui est leader dans ce domaine-là. Et le dernier axe de croissance, c'est un axe de croissance, ce qu'on appelle les expériences et les services. Je disais tout à l'heure qu'au-delà des produits, on crée des expériences pour les animer et pour aller à la rencontre de nos consommateurs. Et on commence maintenant en plus à monétiser ces expériences. Directement, parfois, ou indirectement, parfois. Indirectement, un exemple, c'est les festivals. Il y a une explosion monstrueuse de festivals à travers le monde, Tomorrowland, Coachella, enfin j'en passe et des meilleurs, et nous avons des partenariats avec ces différents festivals où nous avons effectivement des bars sur place, etc., etc. On va conclure, Alexandre Ricard, avec les dernières... les faits marquants, 22-23, avant d'entrer dans le vif de la finance avec Hélène de Tissot dans un instant. Vous avez parlé du renforcement du portefeuille. Je vous laisse commenter rapidement pour conclure votre partie. Oui, ça a été une année très, très dynamique. Nous avons pris une participation minoritaire mais assez significative dans une société américaine qui s'appelle Sovereign Brands. En échange de quoi nous nous occupons de la distribution de ces trois principales marques en dehors des États-Unis, et c'est ce qui les a tirés, enfin ce qui a tiré le fondateur que vous voyez là en image, Brad Berish. C'était notre réseau, évidemment, et donc les trois marques que nous distribuons en dehors des US pour cette société sont une marque de rhum qui s'appelle Bamboo, donc une marque de vin pétillant qui s'appelle Bel Air, Luc Bel Air, et enfin, et c'est une co-création entre Pernod Ricard et cette société, une marque de whisky tourbé qui s'appelle The Deacon. Nous avons également annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans une tequila. Il faut savoir que la tequila aux États-Unis est le segment en plus forte croissance. Celle-ci est une tequila premium qui a été fondée par également un entrepreneur assez génial qui s'appelle Ron Snyder. Pour la petite histoire, il s'ennuyait après sa première création d'entreprise qu'il a vendue, donc a cherché à acheter une autre entreprise. Donc il a fait appel à un apporteur d'affaires, il a visité un certain nombre d'entreprises, puis un jour il visite une entreprise qui faisait des espèces de souliers en plastique gris pour les aides-soignantes. Et puis ce soir-là, avec sa femme, ils se sont dit, et si on achetait cette société et puis qu'on y injectait du fun, du lifestyle et de la couleur. Les fameux souliers Crocs. Bon, il a acheté ça pour une poignée de dollars.
Il a revendu pour quelques milliards, évidemment. Et comme il s'est ennuyé à nouveau et qu'il était passionné de tequila, il a lancé cette marque. Et donc, aujourd'hui, nous la distribuons partout dans le monde, y compris évidemment aux États-Unis. Il est resté minoritaire parce qu'on veut continuer à s'inspirer de son côté entrepreneurial et créatif. Nous avons acheté une marque de whisky aromatisé. Alors, c'est une marque de whisky aromatisé au beurre de cacahuète. Nous ne l'avons pas acheté pour le marché français, je vous rassure. Mais alors, les Américains adorent ça. Voilà, donc on l'a acheté vraiment pour se renforcer aux États-Unis. Je vous disais tout à l'heure que la tequila, c'était le premier segment en forte croissance. Le deuxième segment en plus forte croissance, c'est les whiskies aromatisés, plutôt assez sucrés. Et ça, c'est du whisky au beurre de cacahuète. C'est pas, mais ils adorent ça. Hein. Le consommateur est roi, et là en particulier le consommateur américain est roi. Rapidement, peut-être. Oui, de toute façon, Noémie va revenir sur ces points-là, mais je vous laisse terminer. Non, mais les prochains points, Noémie va en parler, donc je ne les déflore pas. Mais en revanche, ce sont des investissements très lourds, mais pour la bonne cause. Merci, Alexandre Ricard. Merci à vous. On est un tout petit peu en retard, mais vous avez vu, c'est passionnant. Donc, on va passer à la partie financière avec Hélène de Tissot. Et à l'issue de la présentation d'Hélène, il y aura des questions-réponses avec tous les deux. Oui, au pupitre. Et ensuite, on va les libérer. Leur emploi du temps étant très chargé. Hélène. Bonjour à tous. Donc, je vais aller vite parce que je sais que souvent les chiffres sont moins passionnants que nos produits. Donc, performance financière avec quelques chiffres. J'en suis fière, même si ce ne sont pas nos produits directement, mais ce sont des beaux chiffres. Les équipes ont travaillé dur pour délivrer cette performance l'année dernière. Donc, on le rappelait tout à l'heure, notre exercice fiscal est clos au 30 juin. Donc, ces résultats ont été délivrés du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc, vous voyez notre chiffre d'affaires, plus de 12 milliards d'euros, en croissance organique de 10% et en croissance faciale, donc avec les effets de change et périmètre de 13%. Le résultat opérationnel courant, c'est important puisque c'est là-dessus que se base notre politique de dividendes, avec également des très bons chiffres, donc 3,3 milliards, croissance à 2 chiffres, free cash flow 1,4 milliard, on verra aussi quel usage on en a fait. Je commencerai moi un peu à déflorer le sujet, Noémie, j'espère que tu m'en voudras pas, en parlant de nos capex et de nos stocks stratégiques. Et puis vous voyez ensuite le résultat par du groupe, le résultat net courant par action, 9,11 €, en augmentation de 11%, et notre ratio net dette sur EBITDA, 2,7, donc en augmentation par rapport à l'année précédente. On pense qu'on est dans une bonne position, une bonne utilisation de notre bilan pour à la fois partager la valeur, satisfaire nos actionnaires et aussi investir pour le futur de notre business. Donc, je ne vais peut-être pas revenir sur tous ces chiffres, on les a évoqués en tout cas dans leurs impacts stratégiques. Vous voyez, on est très bien répartis à travers le monde, ce qui nous permet aussi d'avoir parfois des vents très favorables, comme par exemple Asie, reste du monde. Des vents forts en Europe, aussi favorables sur l'année passée, une croissance du chiffre d'affaires à plus de 8%. C'est les chiffres qu'on ne voyait pas, hein, je reviendrai dessus dans une seconde. Et l'Amérique, croissance à plus de 2%. Ce qui est flagrant dans la performance de l'année dernière, c'est que donc toutes nos régions étaient en croissance. On a eu un fort effet prix, puisque l'inflation nous a impacté, et nous a impacté fortement. Donc on a protégé notre marge en augmentant nos prix. Et avec donc une part du chiffre d'affaires qui est très répartie également. Un point important, puisqu'on regarde notre performance par rapport à l'année dernière, mais on regarde évidemment aussi notre performance par rapport à notre secteur, par rapport aux concurrents. Et donc ça se traduit essentiellement par ce qu'on peut concrétiser en termes de parts de marché. Donc on a gagné des parts de marché dans la plupart des pays l'année dernière, ce qui est un point important, bien sûr, pour s'assurer que nos marques restent attractives, restent un choix privilégié par nos consommateurs. Donc, forte croissance dans toutes les catégories spirituelles. Là, vous retrouvez nos magnifiques marques. On a vu le poids de chacune de ces catégories. Ici, vous voyez leurs performances respectives. Donc, avec une croissance très élevée pour tous nos spiritueux. 11% pour ce qui représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Nos marques stratégiques internationales. 10% pour les marques stratégiques locales. 8% pour les marques spécialités. C'est là qu'on retrouve certaines marques dont on a parlé, c'est-à-dire celles qu'on a achetées plus récemment
et qui ont un focus particulier de nos commerciaux pour justement s'assurer qu'elles ne sont pas noyées parmi nos plus grosses marques et qu'on leur donne toute l'attention nécessaire pour en faire des très belles marques dès aujourd'hui, mais encore plus demain. Et les vins stratégiques en léger déclin, c'est une catégorie qui souffre plus dans un environnement inflationniste. Les coûtants ont également été impactés par l'inflation. On a augmenté nos prix pour protéger les marges. Et c'est un sujet sur lequel le consommateur est plus sensible au prix. Donc les volumes ont plus souffert. Là, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, rassurez-vous, mais c'est pour vous dire qu'évidemment, toute cette croissance, on souhaite qu'elle soit profitable et pérenne. Donc on est évidemment très vigilant à la façon dont ça se traduit au niveau de nos marges brutes d'abord. Donc là, c'est vraiment l'équilibre, augmentation des coûtants, augmentation des prix, premiumisation et poursuite de la croissance des volumes. Nos investissements publics promotionnels, qui étaient quasiment en ligne avec la croissance du chiffre d'affaires. Donc là, c'est toutes nos activités, notamment de marketing derrière les marques. C'est très important pour en faire des marques désirables. On est dans un domaine de désirabilité sur les spiritueux. Et nos coûts de structure, c'est nos équipes, sur lesquelles on a bien sûr besoin d'avoir des équipes engagées derrière les bonnes opportunités de croissance et en soutien sur la hausse forte de notre chiffre d'affaires l'année dernière. Donc ça se traduit par une augmentation de nos marges brutes et opérationnelles. Vous voyez ici 3 points de base sur la marge brute et 37 points de base sur la marge opérationnelle avant effet de change et devise. Alors maintenant, arrêtons peut-être de parler du passé, venons sur notre actualité. Comme on l'a dit, on a communiqué notre chiffre d'affaires la semaine dernière, jeudi plus précisément. Ça a été d'ailleurs plutôt bien perçu par nos actionnaires et par les marchés financiers. Donc ce démarrage de l'année, on l'avait aussi commenté dans notre communication des 12 mois, de tout début septembre, démarre par un trimestre en léger recul, notamment par un recul des ventes aux États-Unis et en Chine pour des raisons très différentes. Je vais commencer par les États-Unis, donc notre premier marché. Les États-Unis sont en déclin de 8% sur ce premier trimestre. On avait une base de comparaison l'année dernière très élevée. C'est un marché qui généralement croît de à peu près 5%. C'était le cas avant le Covid depuis au moins une décennie. Il a fortement accéléré avec le Covid, notamment avec le phénomène de la consommation à domicile, au moment où, aux États-Unis, comme partout ailleurs, les cafés, restaurants, bars étaient fermés. Et donc, il y a eu une espèce d'engouement pour les spiritueux, y compris, on s'en réjouit pour les nôtres, par une consommation à domicile très, très accélérée. On reviendra peut-être juste une seconde sur cette notion de convivialité pour dire que pendant le confinement, aux États-Unis comme partout ailleurs et comme évidemment en France, souvent les populations avaient besoin de convivialité, besoin de perspectives aussi, de pouvoir retrouver leurs amis, leurs familles physiquement et en ayant des moments de convivialité à la maison, qui d'ailleurs étaient pour certains d'entre eux à travers les réseaux sociaux pour pouvoir avoir un apéritif avec sa famille, mais avec ses amis aussi, par caméra interposée. Donc une base de comparaison qui était très forte. Le marché se normalise, ralentit. On est un peu en dessous de sa tendance historique. On dit à peu près qu'il est en croissance de 2%. Et donc notre performance est un tout petit peu en dessous, et notamment parce que ce qui tire la croissance, on en a parlé, c'est le prêt-à-boire et la tequila. Et là-dessus, on est encore un peu petit, on travaille pour accélérer. Et on a des marques qui continuent à très bien performer, comme par exemple le whisky irlandais Jameson. Donc, une consommation qui reste en croissance aux États-Unis, mais une base de comparaison pour nous qui était défavorable. La Chine, alors là, c'était évidemment une situation un peu différente. L'année dernière avait été compliquée. On avait connu le meilleur de la Chine avec la première saison festive sur le calendrier lunaire qui est Mid-Autumn Festival. On avait une performance remarquable. Et puis ensuite, vous vous souvenez, le Covid avait frappé très durement la Chine sur le deuxième trimestre. Et puis ensuite, il y avait eu la levée des restrictions. Alors là, il y avait une flambée de la contagion. Et en gros, une grande partie de la population était malade, était à la maison malade, notamment pour Chinese New Year, qui est un moment très important. Donc on a eu une Chine, on va dire, à 4 vitesses, un très bon premier trimestre, un deuxième trimestre morose, un troisième trimestre à la maison, couché, et un quatrième trimestre avec un retour de croissance.
L'été a démarré doucement, juillet-août un peu plus modéré qu'attendu, avec un déclin relativement significatif sur nos différents canaux. Et le mois de septembre, en revanche, meilleure tendance, plutôt, on va dire, stable en termes de performance. Donc, il nous reste 9 mois, bien sûr, en Chine comme ailleurs, pour délivrer ce qu'on espère être une belle année. Donc, on a des perspectives favorables dans ces deux marchés pour l'année. États-Unis et Chine, c'est quasiment... les États-Unis, c'est notre premier marché. La Chine est en rivalité pour être le second avec l'Inde. Ça dépend des années. Donc, perspectives favorables pour ces deux marchés. Un premier trimestre qui a été très dynamique dans d'autres géographies, comme le reste de l'Asie. Une croissance modérée en Inde, c'est technique. L'Inde, généralement, pour nous, délivre une croissance à 2 chiffres. Et donc, on s'attend à une belle croissance cette année en Inde. L'Europe a été résiliente, plus 1%. L'année dernière, on avait eu un très, très bel été, aussi bien d'un point de vue météo que d'un point de vue consommation. C'est souvent lié. Il faut que la météo soit bonne, pas trop chaude, pour que nos consommateurs soient très dynamiques, notamment en terrasse. Donc, on avait une très belle performance l'année précédente. Cette année, ça a été un peu moins bon, mais néanmoins résilient. Vous voyez, plus 1%, avec notamment des très belles performances, par exemple en Allemagne, mais aussi en France. Et un travel retail stable. On s'attend à ce que les voyageurs chinois, qui, comme vous le savez, sont très, très dynamiques en travel retail, continuent à revenir graduellement sur les voyages internationaux. C'est pas encore le cas par rapport à ce qu'étaient les tendances pré-Covid. Les perspectives pour l'année, donc j'en ai cité quelques-unes. Les points forts sont notre confiance réitérée pour délivrer à l'horizon 2025 notre feuille de route stratégique, qui est une croissance du chiffre d'affaires entre plus 4 et plus 7%, et dans le haut de la fourchette. Je parle en chiffres croissance interne, donc hors effet de change et périmètre, et avec une expansion de notre marge opérationnelle de 50 à 60 points de base. Donc pour l'année en cours, qui donc sera clôturée au 30 juin 2024, on s'attend à une croissance du chiffre d'affaires diversifiée, avec les perspectives que j'ai déjà citées sur nos 4 plus gros marchés. Une atténuation, mais pas une disparition des pressions inflationnistes, mais une atténuation néanmoins qu'on voit déjà dans ce début de l'année. Une priorisation forte de nos initiatives. Alors, je vais essayer d'être un peu moins dans un jargon, notamment anglais. C'est tout ce qui vient soutenir la dynamique de croissance de notre chiffre d'affaires, avec notamment les promotions derrière nos marques et la construction de notre prix, d'un équilibre prix-promotion pour que nos marques soient attractives et compétitives. Des investissements donc, qui restent forts en termes de dépenses publiques promotionnelles derrière nos marques, à environ 16% du chiffre d'affaires. Un investissement discipliné dans nos coûts de structure, dans nos équipes, et une croissance interne de notre marge opérationnelle courante. Donc, pour les investissements de l'année, ils vont être significatifs et en forte croissance, notamment sur nos investissements CAPEX, et pour la plupart d'entre eux, je dirais, investissements industriels, mais également informatiques. Donc, un montant global, une enveloppe financière de 800 millions à 1 milliard d'euros sur l'année en cours. L'année dernière, c'était à peu près 600 millions. Donc, vous voyez, c'est une forte augmentation. C'est essentiellement sur des projets sur lesquels on reviendra, de nouvelles distilleries, notamment aux États-Unis et en Irlande, qui sont donc clés pour la croissance future de notre portefeuille whisky. Il faut investir maintenant, puisque ça prend du temps de construire une distillerie, puis ensuite il faut distiller nos whiskies, puis les laisser âger, les laisser mûrir, et également un investissement dans nos stocks stratégiques. Et là aussi, c'est essentiellement pour nos marques à vieillissement, que sont donc les whiskies, aussi bien écossais, irlandais, américains, et d'ailleurs bientôt chinois, et aussi bien sûr le cognac, notre cognac Martell. Programme de rachat d'actions compris entre 500 et 800 millions d'euros. On a exécuté une première tranche de 150 millions d'euros qui s'est achevée il y a quelques semaines. Et un effet de change qu'on pense qui va rester défavorable sur l'année entière, notamment en lien avec la dévaluation des monnaies émergentes. Donc, accélérer le retour aux actionnaires, c'est bien sûr important. Hein. Donc, on va proposer un dividende de 4,70 € qui sera donc soumis au vote de nos actionnaires, au vote de certains d'entre vous lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu dans 2 semaines, je crois précisément, le 10 novembre. Donc, qui est en croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent. On a une politique financière
au niveau des dividendes, de distribuer environ 50% de notre résultat net courant. Et l'objectif est d'augmenter ce dividende chaque année. Le programme de rachat d'actions, j'en ai parlé. Donc, je reviens peut-être juste un instant sur l'ordre de nos priorités en termes de politique financière. Donc, la première priorité, c'est de continuer à investir dans notre croissance interne, et notamment avec les stocks stratégiques et les CAPEX. Et comme je vous l'ai dit, ce sera une année importante sur ce sujet. Poursuivre la gestion active et donc continuer à acheter des marques pour avoir le meilleur portefeuille pour nos consommateurs partout dans le monde, et aussi en céder certaines. On a cédé Clan Campbell. La vente a été clôturée tout début septembre. Maintenir notre distribution de dividendes, je viens d'en parler, et procéder, et c'est notre dernière priorité, à des rachats d'actions. Enfin, un point sur notre structure actionnariale. Donc, c'est une image mise à jour au 30 septembre. Donc, vous voyez que nos actionnaires individuels représentent 4% du capital. Ensuite, vous retrouvez nos actionnaires long terme. Je rajouterai juste peut-être un point en disant que vous voyez que nos investisseurs institutionnels, et notamment non français, représentent une partie importante du capital. Dialogue permanent avec nos actionnaires, aussi bien d'ailleurs institutions que individuels, mais aujourd'hui, le Zoom est sur vous, nos actionnaires individuels. On a des interactions tout au long de l'année qui sont importantes, très importantes pour nous, parce que votre feedback est précieux, avec des rendez-vous, bien sûr, réguliers, comme notamment l'Assemblée Générale, j'en ai parlé, salle Pleyel, des visites de certains de nos sites, donc le 4 décembre, la Maison Moum, et également l'occasion de se parler au fur et à mesure de notre calendrier, je dirais, financier, notamment sur donc les calendriers trimestriels, chiffre d'affaires, ou semestriels pour nos résultats. Voilà, je conclus par cette slide-là, et donc maintenant je crois que... On peut l'applaudir. Caroline Maignan, actionnaire individuel de longue date. J'aurais deux questions. La première, j'ai vu que vous alliez faire un partenariat l'année prochaine avec Coca-Cola pour du Sprite Vodka Absolute. Et vous avez les associations de consommateurs qui disent oui, mais ça va favoriser l'alcoolisme des jeunes parce que ça va faire du 7-8 degrés d'alcool. Et comme c'est très sucré, les jeunes ne se rendent pas compte qu'il y a de l'alcool. Donc, je voulais voir votre point de vue là-dessus. Et deuxième question, c'est vous dites que dans vos principaux marchés, vous avez l'Inde et la Chine. Et alors, c'est des pays, vous avez des très riches, mais vous avez beaucoup qui ne sont pas très riches, à faible pouvoir d'achat. Savoir, est-ce que vous adaptez vos prix en fonction du pouvoir d'achat dans les pays? Merci. Merci pour vos deux questions. À la première question, il y a à la fois ceux qui disent que ça va favoriser la consommation chez les jeunes, et il y a ceux qui disent au contraire, ça va permettre aux jeunes adultes, plutôt que de prendre des produits beaucoup plus concentrés, etc., du coup de boire des produits à moindre teneur d'alcool, sachant que on voit bien qu'il y a une tendance en ce moment au plus faible alcool. Donc ce partenariat, comme je le disais tout à l'heure, il y a une explosion des prêts à boire dans un certain nombre de pays. J'ai parlé des États-Unis, mais en Europe, c'est essentiellement le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et puis ce partenariat-là va aller un tout petit peu au-delà aussi, y compris sur des marchés comme les Pays-Bas et l'Espagne. Pas la France, parce que la fiscalité de ces produits n'est pas avantageuse. Mais évidemment, ce sera exécuté de façon à pas du tout cibler les mineurs. Jamais de la vie. Mais au contraire, ça permettra aux jeunes adultes d'avoir une opportunité, plutôt que de passer directement à des produits plus alcoolisés, à être plutôt sur des produits à faible teneur d'alcool. Sur votre deuxième question, je vais vous donner un chiffre, par exemple. Évidemment, la Chine, c'est un énorme pays avec 1,3 milliard d'habitants. Mais nous, les consommateurs que nous souhaitons cibler, représentent à peu près 250 millions de personnes sur le milliard 3. Et ces 250 millions de personnes, ce sont des personnes qui ont des revenus, je dirais, de classe moyenne et de classe aisée. Donc c'est vraiment cela que nous ciblons. Et d'ailleurs, 7
population-là est destinée à croître sur les 10 prochaines années. Je disais, ils sont 250 millions cette année, et en 2035, ils seront pas loin de 700 millions. Parce que je le dis et je connais ces chiffres parce qu'il y a un rapport qui est sorti récemment d'un analyste qui a dit « Oh là là, alerte rouge, la population chinoise est en déclin et va continuer de décliner structurellement. C'est pas bon pour Pernod Ricard. » Nous, c'est pas la population que nous ciblons, c'est la population adulte, classe moyenne et aisée, qui, elle, va continuer de progresser de façon absolument structurelle. Pour l'Inde, c'est une autre histoire. Autant en Chine, notre modèle est surtout les spiritueux importés, à commencer par le cognac, mais aussi le whisky, et enfin la vodka avec Absolut. En Inde, l'essentiel de notre cœur de portefeuille, ce sont des admix, c'est-à-dire des whiskies de luxe indien. Alors de luxe, c'est ce qu'ils appellent de luxe. L'entrée de gamme, pour nous, est à peu près, j'en parlais tout à l'heure, à 5 € la bouteille. Mais ça, c'est déjà très premium en Inde, parce qu'il y a des segments quasiment 3 fois moins chers. Vous avez des entrées de gamme à 2 € la bouteille. Donc c'est évidemment adapté localement. Donc nous, on a l'entrée de gamme à 5 € et ça va jusqu'à, il nous arrive aussi de vendre des bouteilles à quelques dizaines de milliers d'euros en Inde, parce que également, c'est un énorme pays. Et là aussi, il y a effectivement des très très riches. Mais notre cœur de portefeuille est axé sur 3 marques indiennes, et puis ensuite le reste de nos spiritueux importés qui représentent à peu près 10% du total en Inde. Il est 10h30, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? On va prendre peut-être des questions en rafale et ensuite y répondront tous les deux. Je vous en prie, je vais vous passer la parole dans un instant. On vous entend. Bonjour, Jean-Pierre Sequilia, actionnaire individuel. J'ai eu la chance de prendre le café avec notre président. Merci à Madame Tissot pour sa présentation avec les chiffres. Qu'elle se rassure, je fais partie de ceux qui aiment et je vais même en redemander. Deux toutes petites questions. Une question sur l'effet de mix de 1%. Je connais avec vous 240 marques. Quelles sont les marques qui améliorent le mix et quelles sont les marques qui le dégradent? Et j'ai bien aimé votre dernier slide où j'ai bien compris qu'on augmentait la capex, qu'on investissait, qu'on rachetait marginalement des sociétés. C'est très bien. Ceci étant, tout se paye. Le free cash flow, quand on investit, il n'y a plus d'argent dans la caisse, et il y a moins d'argent dans la caisse, et ça se traduit par une augmentation du ratio net sur EBITDA. Je suis un peu surpris qu'on fasse un peu l'accent sur le rachat d'actions, puisqu'on investit et on rachète des actions. Il y a sûrement un effet de mix. Pourquoi on met l'accent sur les rachats d'actions alors qu'on a plutôt un peu moins d'argent parce qu'on investit? Il y a sûrement des raisons de taux de bilan, de coût d'emprunt, d'effet de levier, mais ça, vous allez me répondre. Merci beaucoup. Je réponds rapidement donc sur l'effet mix. Alors en fait, l'effet mix, il a deux origines. Il a l'origine des marques, un mix qu'on appelle un mix produit, et il y a le mix pays. Donc le chiffre que vous voyez, c'est la combinaison des deux. Et globalement, ce que je dirais, c'est que notre stratégie, c'est une stratégie de premiumisation, et ce qui veut dire qu'effectivement, plus nos marques premium croissent, plus cet effet mix est favorable, et c'est ce qu'on cherche à faire, tout en ayant la possibilité de recruter les consommateurs à un niveau plus abordable, justement par exemple quand on parlait de l'Inde tout à l'heure, et ensuite de les accompagner, je dirais, dans leur parcours et éventuellement dans leur enrichissement personnel en leur proposant une gamme plus élevée. Donc le 1%, dans un contexte où on a eu une croissance très différente en fonction des marchés et où on a augmenté nos prix, c'est ce que je qualifierais être un bon chiffre, puisque, une fois de plus, ce qui compte, c'est que la premiumisation continue, et c'est vraiment le cas. Et certaines années, on peut avoir un mix, notamment marché, plus ou moins favorable. L'année dernière, les États-Unis étaient stables. Les États-Unis, c'est un marché très rentable. Donc, quand les États-Unis font moins bien que le reste du monde, ça génère un effet mix négatif. Votre deuxième question, alors sur l'utilisation du bilan, je ne vais pas tout reprendre, mais parce que vous avez été vous-même très pédagogique dans la façon de couvrir nos priorités financières. Le free cash flow reste tout à fait solide et on le suit de très près. Vous avez raison, c'est important, notamment dans un contexte de hausse des taux. Donc tout ça fait partie, je dirais, de notre ingénierie financière, mais qui elle-même reste très clairement au service de ces 4 priorités stratégiques
en commençant par l'investissement derrière nos marques. Donc le share buyback, le rachat de titres, c'est la dernière priorité. Quand on peut se le permettre, quand on pense que le bilan, parce qu'il faut aussi utiliser au mieux notre bilan et pas, je dirais, accumuler des liquidités qui seraient pas déployées pour créer de la valeur. C'est ce que vous attendez de nous, qu'on crée de la valeur. Et donc, c'est la dernière priorité pour justement s'assurer qu'on a un bilan bien utilisé. On doit libérer, hein, Alexandre et Hélène. Donc, 2 questions rapides. Vous envisagez qu'est-ce qui vous permettrait de devenir le numéro 1 mondial? Et est-ce l'une de vos ambitions prioritaires? Et on va prendre, pardon Alexandre, l'autre question, comme ça après on les libère vraiment. C'est juste une question technique en fait. C'est au niveau des matières premières en fait. C'est des distillations, donc je pense qu'il y a ce qu'on appelle le grain, c'est-à-dire soit c'est du malt ou des vignes en l'occurrence pour la partie vin. Donc est-ce que vous êtes soumis aux aléas climatiques et à l'effet rareté? Et est-ce que vous achetez, mettons, des domaines ou comment vous faites pour monter en cadence nombre de plus en plus de production. Donc, comment vous faites quoi? Parce que là, il y a plus en plus de chasseresses, de problèmes. Alors, merci de cette question. Elle va être adressée en grande partie par Noémie Bauer dans un instant. Je vous laisse répondre au numéro 1 mondial. Et si vous voulez juste rajouter rapidement quelque chose sur la cadence, mais ensuite, vous aurez la réponse tout à l'heure. Merci de poser la question. Dans la vie, il faut faire des choix. Et si j'avais le choix, et je l'ai en fait, entre être le plus gros ou être le meilleur, d'abord, il faut être le meilleur. Donc aujourd'hui, ce qu'on s'efforce à faire, et d'ailleurs la qualité des résultats de l'année fiscale écoulée en témoigne, si on veut être les meilleurs dans l'industrie. Et je n'exclus pas que la conséquence d'être le meilleur, un jour, fera que, à force de progresser un peu plus vite que certains, on finisse éventuellement par être numéro 1. Mais la priorité, c'est vraiment d'être les meilleurs en termes de performance. Voilà. Donc, et je laisserai Noémie, parce que je ne veux pas déflorer son sujet très, très sincèrement, mais évidemment que nous sommes soumis aux aléas climatiques et nous faisons beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci Alexandre, merci Hélène. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du réacteur technologique de Pernod Ricard avec David Lépicier, directeur Data Science et Gestion de données. Bonjour à tous. Donc j'ai la chance de m'occuper du département Data Science de Pernod Ricard. Et on en a parlé un petit peu. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment concrètement on tire parti de l'intelligence artificielle chez Pernod Ricard. Donc on a décidé depuis maintenant 3 ans de se focaliser. On pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour beaucoup de choses, mais on s'est décidé de le faire sur 3 programmes principaux. Un qui est sur du marketing, un qui est sur de l'efficacité opérationnelle pour nos commerciaux sur le terrain, et puis un autre pour les équipes promotion et prix. Concrètement, on a des gens comme Emma dans notre société. On en a plusieurs dans chacun des marchés. Emma travaille au marketing. Elle a un budget marketing limité. Elle a plusieurs milliers, voire millions d'euros à investir en fonction des pays. Elle a des différentes marques à activer. Je mets plus de 15, mais pour certains pays, ça peut aller jusqu'à plus 30. Et donc, c'est un peu difficile pour elle de trouver quelle marque sera la plus efficace. Et puis, surtout, elle a plein de canaux marketing. Elle peut utiliser des réseaux sociaux. Il y a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent tous les jours. Elle peut utiliser la télé, elle peut utiliser la pub, elle peut utiliser les journaux en fonction des pays. Donc, pour elle, c'est une équation un peu compliquée. Jusqu'à présent, elle avait, sur votre gauche, un outil pour réfléchir à ça et trouver les bonnes options. C'est des études marketing. Et donc, elles achetaient des études. Le problème, c'est que les études étaient peu claires sur comment on a pu trouver ces données-là, qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Elles n'étaient pas forcément représentatives parce qu'elles ne pouvaient pas couvrir tous les réseaux sociaux et tous les moments de consommation, et pas forcément internationales. Et donc, pour un groupe international, c'était un peu difficile de se dire où investir au mieux dans le marketing en fonction des différents pays. Ce qu'on a fait, c'est ce qui s'appelle Matrix, c'est le nom du programme interne. C'est qu'on allait récupérer toutes les données de vente qu'on a pu avoir. On a récupéré tous les montants d'investissement et on a essayé de trouver une corrélation entre ça pour l'aider à mieux trouver. Concrètement, ça marche comme ça. On prend toutes nos historiques de vente, ce qu'on appelle le sell-out chez nous, donc vraiment les ventes à nos consommateurs. On prend toutes les données de performance marketing et puis on va avoir des tendances long terme. Parce qu'effectivement, il y a la performance court terme de l'action marketing, donc je sais pas, par exemple une pub dans la rue, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ad stock, donc vraiment garder en tête la pub et la marque pour le consommateur.
Donc on va essayer de croiser un peu les deux, et on va lui donner des courbes de réponse, qui sont ce que vous voyez là sur la droite, plus des propositions d'investissement. Et alors très concrètement, je voulais vous illustrer ça par un résultat qu'on a notamment aux États-Unis, c'est qu'on est capable de se dire, si vous investissez plus d'argent, vous allez atteindre un retour sur investissement qui sera maximum à partir de ce montant-là. Et donc il ne faut pas sous-investir ni surinvestir, mais trouver ce bon point d'investissement. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire finalement avec la data, avec quelque part des statistiques qui sont du coup travaillées par nos équipes de data science. Et donc c'est comme ça qu'on a un meilleur retour sur investissement, c'est la courbe de droite que vous voyez. On génère 1,8 x plus d'efficacité dans nos investissements sur Facebook, ce qui s'appelle Meta maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour le marketing. Maintenant, ce qu'on fait pour nos équipes commerciales sur le terrain, c'est des gens comme Paul. Par exemple, Paul, c'est un commercial en Angleterre. Il a à peu près 10 points de vente à visiter par jour. Il a 200 points de vente sous sa responsabilité. Et puis, pareil, il a aussi 30 marques. Donc, le croisement, nombre de possibilités, nombre de visites, est un peu complexe pour lui. Ce qu'on va essayer de faire pour lui, c'est de lui dire, toutes les semaines, on va te prioriser toutes tes actions et toutes tes visites. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans certains pays, lui faire une géo-optimisation. Donc le lundi, on te recommande de visiter ces établissements-là parce qu'ils sont dans le même secteur et tu vas pouvoir aller voir point A, point B, C, D, et tu vas voir en plus E parce que tu auras plus de temps et tu feras moins de route parce qu'on a pu optimiser sur leur temps de trajet. Plus, tu vas pouvoir pousser tel et tel produit dans chaque établissement parce que ce produit est pertinent. Il y a des pays, par exemple comme aux États-Unis, on a énormément d'informations sur les réseaux sociaux, sur chacun des établissements, et donc on peut prédire à peu près si tel produit marchera mieux qu'un autre. Et c'est là où on est vraiment de la recommandation spécifique pour eux. Et donc pour eux, c'est un peu, il faut imaginer, ce qu'on leur donne, c'est un peu une mallette virtuelle avec toutes les visites et tous les argumentaires déjà préparés, et donc ça leur facilite énormément leur quotidien, ils sont beaucoup plus performants. Quelques résultats concrets, on a fait une nouvelle campagne il y a peu de temps pour... Donc, le programme s'appelle D-Star en interne. On a fait une nouvelle campagne pour pousser Chivas. On a détecté énormément d'opportunités en analysant les différents établissements. Et puis, grâce à ça, on a pu les envoyer au bon endroit avec le bon argumentaire. Et on a des résultats qui sont ceux que vous voyez sur la droite, qui sont beaucoup mieux. Comment ça marche? En fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'ADN de chacun des points de vente. Donc, on définit différentes typologies qui représentent ces établissements, que ce soit leur univers socio-démo, c'est-à-dire combien d'habitants autour, quel est le pouvoir d'achat des gens autour de cet établissement, jusqu'à, par exemple, c'est quoi le poids de telle marque dans cet établissement. On récupère toutes ces données-là et on met à disposition d'une personne dans chacun des marchés, qu'on appelle un business planner, une tour de contrôle. Et lui, il va pouvoir ajuster tous les paramètres et se dire, OK, si on veut pousser telle marque cette semaine, du coup, je vais le modifier. Et du coup, ça va faire des recommandations différentes pour ses équipes. Là où c'était compliqué avant de pouvoir trouver les bons établissements, là aujourd'hui, concrètement, ils ont ce que vous voyez là sur la carte, tous les établissements qu'ils vont visiter, ils peuvent le visualiser et ils ont sur leur téléphone directement les endroits à visiter avec les recommandations de produits. Voilà ce qu'on fait pour eux. Et il y a un dernier que je voulais vous illustrer, c'est ce qu'on fait pour Lucie, qui travaille encore en Angleterre. Lucie, elle a un budget promotionnel limité, donc tous les ans, elle peut faire des actions promotionnelles, par exemple une bouteille d'acheter, l'autre à moitié prix. Et elle gère plus de 1000 événements. Je crois que c'est 1200 événements promotionnels par an en Angleterre. Pour elle, en plus, elle doit gérer le contexte inflationniste, donc décider de quelles sont les augmentations de prix et pouvoir négocier avec la grande distribution. Ce qu'on fait pour elle, c'est que, on a pris toutes les actions promotionnelles passées, on a regardé la performance de chacune des actions. C'est là où le digital est pertinent parce qu'on automatise tout. Et on est capable d'identifier les promotions qui sont pertinentes et celles qui ne le sont pas. Et donc, ça lui fait, ce que vous voyez en haut, un calendrier optimisé, donc qui se connecte à une application qu'on a créée en interne juste chez Pernod Ricard, où elle voit le calendrier de la semaine et elle voit des propositions de changement de mécanique promotionnelle. Par exemple, on faisait cette promotion-là en hiver, on va la faire plutôt en été. Ce sera plus rentable parce qu'on a détecté que telle catégorie fonctionnait mieux. Et puis, ce que vous voyez en deuxième, c'est des courbes d'élasticité de prix. Donc, c'est-à-dire, si vous augmentez le prix, voilà l'impact sur notre marge. Et donc, parfois, c'est pertinent, parfois, ça ne l'est pas. Et encore une fois, la force de ces outils-là, c'est de le faire systématiquement pour tous les produits du portefeuille et pour pouvoir lui donner finalement la réponse concrète et qu'elle évite de travailler tous ces fichiers-là dans Excel, ce qui serait quasiment impossible pour certains des travaux qu'on fait. Voilà. Et donc, encore une fois, à peu près la même recette que précédemment. On va prendre énormément de données historiques, des performances financières, des informations sur les compétiteurs quand on en a.
on va essayer de simuler un certain nombre d'événements qu'on peut faire et derrière donner un calendrier optimisé. Un petit résultat concret sur, par exemple ici, le petit rosé qui est quelque chose qu'on a lancé en Australie. On a détecté que les promotions sur cette marque-là marchaient beaucoup mieux que les autres. Donc on a changé drastiquement les budgets promotionnels pour les allouer sur cette marque-là qui fonctionnait. Et du coup, on a réussi à gagner énormément en marge parce qu'on a identifié cette opportunité-là. Encore une fois, on n'a pas changé fondamentalement le budget promotionnel de Lucie, mais on lui a donné la possibilité de l'allouer au mieux possible. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant... Merci David. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie technologique? Je voulais vous demander si les conclusions qui sortent de ces travaux informatiques, est-ce qu'elles sont toujours en adéquation avec ce que pensent les gens du terrain? Je veux dire, est-ce qu'il y a des fois où ils disent « bah non, moi je suis pas d'accord, je voudrais faire autre chose ». Enfin, vous voyez, est-ce que c'est vraiment toujours cohérent avec les perceptions que peuvent avoir les gens qui sont sur place? Je vous remercie de votre question parce que c'est quelque chose auquel on se heurte dans ces programmes-là. C'est qu'effectivement, on avait l'habitude de travailler d'une certaine façon et ces outils viennent finalement bouleverser un peu le fonctionnement. C'est ce que nous, on appelle faire de la conduite du changement, c'est bien expliquer les résultats, bien expliquer le pourquoi. J'ai un exemple très concret. En France, on avait détecté que le champagne, la promotion sur le champagne, serait plus efficace à faire en été plutôt qu'au moment de Noël. Ça peut paraître contre-intuitif parce que c'est au moment de Noël, donc on peut se dire que les gens vont plus acheter, mais en fait, finalement, les gens achètent, c'est une certaine résilience au moment de Noël. Et donc, du coup, on a proposé ça aux équipes. Et le premier pushback, donc première réponse des équipes, c'est de dire « Ah ben non, on va pas le faire, parce qu'on a toujours fait comme ça et c'est tant mieux. » Et donc, ce qu'on a fait, c'est de leur dire « S'il vous plaît, testez une petite partie, prenez une petite partie de votre budget, testez-le l'été prochain, et puis, si ça fonctionne, on va peut-être aller un peu plus loin. » Donc on va le faire graduellement, ce genre de choses. Et effectivement, là, pour le coup, on a eu raison. Alors il y a des fois, on a tort, il faut aussi le reconnaître. Mais sur ce coup-ci, on avait raison. Et donc du coup, ils sont en train de changer progressivement la façon dont ils faisaient les promotions. Oui, bonjour, Bertrand Schisser, actionnaire individuel, mini-actionnaire. Je voulais savoir si c'était une intelligence artificielle en fait généraliste ou est-ce qu'elle avait finalement une certaine spécialisation dans ce domaine ou est-ce que vous pouvez utiliser un peu le même moteur finalement pour différentes problématiques et est-ce qu'elle vous fournit un facteur d'explication, c'est-à-dire est-ce qu'elle vous dit voilà, j'arrive à telle conclusion et je peux expliquer pourquoi ou finalement simplement elle vous donne ses préconisations? Merci beaucoup pour la question. On a fait un choix un peu drastique au départ de ces programmes, c'est de se dire qu'on internalisait et qu'on créait des programmes spécifiques pour Pernod Ricard. On aurait pu acheter des choses qui existent finalement sur le marché, sauf que ce qui existe sur le marché, en général, est peu explicable, et puis surtout, pas complètement adapté. Vous avez parlé juste avant, dans la question précédente, de la conduite du changement. En fait, on a besoin de savoir vraiment la promotion spécifique pour la France. Et donc, en fait, on fait des modèles qui sont communs pour les pays, à peu près 80% de communs, mais après, on va faire 20% d'efforts pour aller le spécifier vraiment à l'activité de chacun des marchés, et en plus, travailler pour expliquer pourquoi cette donnée-là arrive. Et c'est notamment sur le programme marketing que c'est le plus important, parce que du coup, on est obligé vraiment d'avoir des courbes de réponse très précises, marque par marque, réseau social par réseau social. Donc, on a développé 3 programmes d'intelligence différents, complètement différents, pays par pays. Pourtant, c'est les mêmes équipes, donc il y a un savoir-faire commun qui reste parmi nous. Et puis, il y a cette connaissance de la donnée de Pernod Ricard qui est de plus en plus riche, sur laquelle on capitalise. Pour compléter la réponse, et je parle sous ton contrôle, il y a 150 data scientists chez Pernod Ricard. Les 4 programmes, il y en a un 4e, ont été développés en propre. Donc, c'est nos outils. D'autres entreprises auraient pu décider de les acheter sur le marché. Nous, on les a créés nous-mêmes pour nous-mêmes, ce qui nous permet d'une part de les personnaliser pour vraiment nos besoins, de traiter la donnée Pernod Ricard et des données qui alimentent chacun des programmes les mêmes données. Donc on a un effet multiplicateur autour de ces programmes. Ils ont tous de l'intelligence artificielle, mais à la base, c'est des programmes technologiques qui traitent de la donnée. Donc il y a de l'IA en plus. Voilà. Mais juste pour compléter, c'est un vrai avantage compétitif que nous avons pour avoir développé ça en interne. C'est un budget conséquent, encore une fois, d'avoir investi en interne. Encore une fois, on n'est pas dépendant de grands prestataires que vous connaissez, qui soient américains ou autres. C'est important d'avoir la valeur chez nous, en interne. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on aborde la partie de la responsabilité sociale et environnementale. On va parler d'agriculture avec Noémie Bauer. Merci David, on peut l'applaudir.
Notre rapport annuel que vous découvrirez le 10 novembre ou après en ligne ou en papier s'appelle un monde d'expérience. C'est pour ça qu'on a à chaque fois mis ce mot expérience, ces expériences durables du terroir au comptoir. Donc Noémie Bauer, tu es directrice business durable. Quelle est l'approche de la responsabilité sociale et environnementale RSE chez Pernod Ricard ? Donc aujourd'hui, on vous a expliqué que notre vision, c'était la convivialité. Et en fait, la RSE est également partie de la convivialité. On veut créer des bons moments de convivialité, des bons moments entre amis, avec nos familles, grâce à des vins et spiritueux qui sont respectueux de la planète et des humains qui leur donnent vie. Donc notre approche RSE, elle est organisée selon 4 piliers. On commence par le terroir. On veut vraiment valoriser nos terroirs et c'est là-dedans qu'on a parlé d'agriculture très prochainement. Ensuite, on valorise l'humain aussi bien chez Pernod Ricard que dans notre chaîne de valeur. On agit d'une manière circulaire pour être en boucle fermée et éviter la génération de déchets. Et on est responsable. On a abordé le risque de consommation chez les jeunes ou de consommation excessive. Donc ça fait vraiment partie de nos actions RSE qui nous tiennent à cœur. Cette approche RSE est alignée avec les objectifs de développement durable de l'ONU, qui est sur un horizon de temps de 2030. Donc nous avons des objectifs jusqu'à 2030 et nous partageons la même ambition que l'ONU, qui est de lutter contre le changement climatique et les inégalités sociales. Alors quels sont les principaux impacts environnementaux de Pernod Ricard ? Alors il y a des impacts en fait sur toute cette chaîne, donc toute cette chaîne de valeur. On dit du terroir au comptoir. Donc on commence par les matières premières agricoles, par exemple le blé pour faire de la vodka ou les raisins pour faire du cognac. Et encore le sable aussi pour faire des bouteilles de verre. On a l'utilisation d'eau, l'eau dans l'agriculture, mais dans la distillation, dans l'embouteillage, dans le recyclage également. On a la génération de déchets, et c'est principalement en fait nos emballages en fin de vie que vous, consommateurs, allez après mettre dans le bac de tri, je l'espère. Et on a également les émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui est important de savoir, c'est que nos émissions de carbone sont principalement liées à l'agriculture. 50% c'est l'agriculture et 25% ce sont les emballages. On va donc parler d'abord d'agriculture. Quelle est votre approche ? Alors donc nous, on veut passer d'une agriculture conventionnelle qui est monoculture et intensive vers des pratiques agricoles régénératives. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture régénératrice ? En fait, c'est réintégrer la nature au paysage agricole, ajouter des cultivations entre les rangs. Vous pouvez voir ici, ce sont des vignes, mais il y a d'autres cultivations qui sont entre les rangs de vignes. On rajoute des couverts végétaux pour protéger également les plantations. Il y a moins de travail du sol, moins de produits phytosanitaires. Et avec toutes ces actions, on a un sol qui se régénère, qui est en meilleure santé, qui est plus fertile et qui va pouvoir aussi restaurer la biodiversité. Et tous ces éléments font qu'en cas de sécheresse ou d'événements climatiques sévères et extrêmes, le sol en fait est plus résilient et les rendements sont protégés. Donc on s'est engagé d'ici 2025 à tester pratiques agricoles régénératrices dans nos 8 régions viticoles, là où en fait nos vignobles sont en propre, donc c'est chez nous, donc c'est là où on peut vraiment tester. Aujourd'hui, on a déjà 7 pilotes d'agriculture régénératrice dans nos vignobles. Donc, il nous en reste un à lancer qui est en Argentine. Et on a également un engagement d'avoir 100% de nos filiales qui protègent la biodiversité, parce qu'on sait que la biodiversité est absolument fondamentale dans la pollinisation et du coup a un rôle dans l'agriculture. Et on a 82% de nos filiales qui le font. Donc, par rapport à votre question tout à l'heure, voilà notre approche. On mesure les effets du changement climatique sur nos matières premières agricoles jusqu'à 2030, 2040 et 2050, grâce aux données notamment du GIEC. Et l'agriculture régénératrice est vraiment un moyen de lutter en amont contre les effets du changement climatique. Voilà pour ce chapitre agriculture. On va passer à l'humain, à votre deuxième pilier. Comment est-ce que justement vous valorisez l'humain chez Pernod Ricard ? Donc l'humain est vraiment au cœur de la stratégie de Pernod Ricard.
ne peut pas créer de convivialité si on ne respecte pas les gens. Ça, c'est vraiment la base de notre stratégie. Donc, en interne, on a un objectif d'égalité hommes et femmes dans le top management de l'entreprise. Donc, le top management, c'est le top 500 des employés. Aujourd'hui, on a 36% de femmes dans le top management, dans ce top 500. Mais si on remonte vers les hauts dirigeants, le comité exécutif a 44% de femmes et le conseil d'administration, 58% de femmes. Donc on veut être à égalité d'ici 2030 et on est vraiment bien parti parce qu'on veut offrir l'égalité des opportunités à tous. On est également très fiers de ne pas avoir d'écart de rémunération entre hommes et femmes. On a atteint cet objectif et donc on est à l'équilibre parce qu'on trouve ça très important de traiter les gens de la même manière. Dans notre chaîne de valeur, donc je parlais de l'agriculture, on a des agriculteurs, des hommes et des femmes partout dans le monde qui nous permettent d'acheter des matières premières agricoles. Et donc, on travaille avec eux sur les pratiques d'agriculture régénératrice que je mentionnais, mais également, on veut les développer et les valoriser. Et donc là, vous voyez une photo de nos communautés qui produisent le café au Mexique, où on a un programme qui s'appelle Coffee for Good pour la liqueur de café Kahlua, où en plus de leur apprendre les pratiques d'agriculture durable et régénératrice, on a investi dans des écoles pour que leurs enfants puissent s'éduquer et également dans des infrastructures sanitaires. Et ça nous permet en fait de soutenir les 473 familles qui nous fournissent le café pour Kahlua. On va parler maintenant d'émissions carbone. Quels sont vos objectifs de limitation de ces émissions carbone et quelle est la recette pour les atteindre ? Alors déjà, quand on parle du changement climatique, c'est lié au fait qu'il y ait trop de carbone dans l'atmosphère. Et donc, si on veut lutter, il y a les pratiques agricoles que je vous mentionnais, mais il y a également, nous, limiter nos émissions. Donc, il y a deux types d'émissions. Il y a le scope 1 et 2, dans le jargon, qui sont nos émissions en propre, dans nos distilleries, dans nos sites d'embouteillage, toute l'énergie qu'on utilise, mais également les émissions de notre amont et de notre aval, et ça s'appelle le scope 3. Sur le scope 1 et 2, on a un objectif de réduire d'ici 2030 de 54% notre empreinte carbone. Aujourd'hui, on est déjà à moins 12%. Et donc, Hélène mentionnait les investissements CAPEX dans les nouvelles distilleries. On électrifie les distilleries, on construit des nouvelles distilleries qui n'émettent pas de carbone. Il y en a une en Écosse, là, sur la photo, parce que ça nous permet vraiment de réduire nos émissions carbone sur nos sites. Sur des sites en Inde, cette année, on a également remplacé le charbon par de la biomasse pour vraiment diminuer drastiquement nos émissions. Sur le scope 3, donc notre amont et notre aval, je mentionnais tout à l'heure l'agriculture et les emballages, donc c'est là où réside vraiment la majorité de nos émissions. Il y a beaucoup de leviers. L'agriculture sur l'amont, j'en parle toujours, mais le fait de faire de l'agriculture régénératrice, on travaille moins le sol, donc moins de tracteurs, moins de produits phytosanitaires, moins d'émissions carbone. Et lorsque le sol est en meilleure condition, en meilleure santé, il va stocker le carbone. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous permet de réduire nos émissions. Il y a aussi également de leviers sur l'emballage. Il faut repenser l'emballage, donc il y a l'éco-conception, avoir des produits qui soient moins lourds, chercher des nouveaux matériaux. La bouteille en papier qu'Absolute est actuellement en train de tester, des nouveaux formats comme EcoSpirit, mais également favoriser le réemploi pour étendre la durée de vie des emballages. Alors justement, EcoSpirit, vous venez d'en parler. On a un exemplaire à côté de nous. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ? Alors, donc ça, c'est pour les cafés, hôtels et restaurants. C'est pour remplacer les bouteilles donc, de 70 ou 75 centilitres qu'on connaît bien et qu'on a chez nous. Là, on a 4,5 litres avec une coque qui s'appelle un Smart Pour qui permet en fait de te fournir le liquide, soit directement pour faire un cocktail dans un shaker, soit pour remplir une bouteille vide si le bartender souhaite avoir le même geste habituel avec sa bouteille. Ces contenants peuvent être utilisés 150 fois et nous permettent de réduire l'empreinte carbone liée à l'emballage et à la logistique jusqu'à 70%. C'est lié en fait à un système de traçage, donc toujours la donnée. On continue avec nos données et la digitalisation. Et donc comme ça, nos forces de vente sont au courant, sont informées lorsque le bar ou le café arrive à la fin de son contenant et peuvent aller en relivrer.
Nous, on récupère ces contenants-là, qu'on nettoie, qu'on re-remplit et qu'on redistribue. Et donc ça, c'est une boucle circulaire qui permet vraiment de limiter les déchets qu'on génère, mais aussi les émissions de CO2. Donc là, vous voyez un exemplaire du gin Beefeater, mais il existe aussi pour Havana Club, pour la vodka Absolute et pour d'autres marques. Pour conclure, on va parler de nos impacts sociétaux. Être responsable, le S de RSE. Oui, donc on en a parlé tout à l'heure. En fait, donc nos marques créent de la convivialité, mais on sait qu'il y a des risques liés aux abus de nos marques, l'abus d'alcool, ou également la consommation par des populations qui ne devraient pas consommer. Les mineurs, les femmes enceintes, les gens qui vont prendre le volant. Et donc, on a un engagement d'avoir 100% de nos filiales qui ont des programmes d'éducation et de sensibilisation à ces risques liés à l'abus d'alcool. Aujourd'hui, on a 94% de nos filiales qui ont des programmes. Un exemple de programme que vous voyez ici, qui s'appelle Drink More Water, qui veut dire buvez plus d'eau. Ce programme est destiné aux jeunes adultes, aux étudiants qui ont tendance à faire du binge drinking, donc à boire sans cesse. Et donc, en fait, ce programme des ordres leur demande de boire plus d'eau, de ralentir, de s'hydrater, et comme ça, ils adoptent des comportements plus responsables naturellement. Cette campagne a, sur les réseaux sociaux, déjà touché 400 millions de jeunes adultes, et lors de festivals qu'Alexandre mentionnait avec toutes nos expériences, a déjà touché 9 millions de jeunes adultes lors de soirées. La sensibilisation et l'éducation passent aussi par l'information pour que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées. Et donc, nous avons décidé d'ajouter sur nos étiquettes une étiquette digitale, vous voyez ici, le e-label, qui fournit toutes les clés nécessaires aux consommateurs pour prendre des décisions éclairées pour leur santé et pour leur bien-être également. Et enfin, ce qui est important pour nous, c'est de former les gens qui vont servir l'alcool. Donc, on leur fournit des éco-spirites dans les cafés, hôtels, restaurants pour leur empreinte carbone, mais on les forme également au service responsable pour pouvoir identifier dans les bars s'ils se rendent compte que des gens sont en train d'abuser pour qu'ils arrêtent, ou si des personnes sont mineures, vraiment le staff des cafés, hôtels, restaurants soit aussi un allié de la consommation responsable. On a créé un programme de formation qui s'appelle Bar World of Tomorrow, le monde du bar de demain, il y a 3 ans. On s'était fixé un objectif de former 10 000 bartenders d'ici 2030. En 3 ans, on est à 12 300 bartenders. Donc, on veut continuer à former, et je pense que ça résume la RSE chez Pernod Ricard. Si on peut faire plus que les cibles que l'on s'était fixées, on le fera, parce qu'on est en perpétuelle amélioration pour lutter contre le changement climatique et les inégalités. Merci, Noémie Bauer. On peut l'applaudir. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette responsabilité sociale et environnementale ? Oui, bonjour. En Allemagne, on utilise beaucoup les consignes à bouteilles. Alors, je voulais savoir si vous aviez un projet là-dessus. Est-ce que c'est peut-être difficile techniquement de le faire, ou éventuellement même d'avoir un remplissage, que la personne puisse directement se remplir avec son propre récipient de différentes choses? Merci. Donc, excellente question et vraiment dans l'air du temps. Je ne sais pas si vous connaissez la loi AGEC, Agir pour l'économie circulaire en France, qui dès 2023 demande aux entreprises comme nous d'avoir des solutions de consigne, de réemploi. Donc là, on est en train de finir toute une étude pour comprendre ce qui a du sens en kilométrage, parce qu'il y a le point de consommation, le point de lavage, le point de réremplissage et pour la distribution. Donc là, nous avons fait depuis plusieurs mois des analyses de cycle de vie pour pouvoir localiser où en France nous allons utiliser en fait différents sites pour faire du réemploi. C'est une solution de réemploi, EcoSpirit également, parce qu'en fait, on estime qu'il y a deux endroits. Il y a le on-trade, donc le café, hôtel, restaurant, mais il y a aussi la grande distribution. Donc, on étudie les différentes solutions selon le canal de distribution, mais pour nous, le réemploi est absolument nécessaire, et l'Allemagne est un très bon exemple que l'on regarde beaucoup pour regarder les solutions. Non, juste une petite question technique. Pourquoi 150 fois et pas plus ?
Alors en fait, s'il n'y a pas de défaut, ça peut être plus. Mais des tests qui ont été faits, parce qu'après, il ne faut pas qu'il y ait de failles, de brèches à l'intérieur, c'est un contenant en verre. Comme ça, c'est la même conservation des produits que pour nos produits dans une bouteille. Donc ça peut être plus, mais c'est par rapport aux tests qui ont été faits, pour être dans un contenant intact, c'est 150 fois. Mais si ce n'est pas abîmé, si c'est utilisé avec beaucoup de précautions, ça peut être plus. Bien, il me reste à conclure cette matinée riche que j'espère avoir été intéressante pour vous toutes et vous tous. Il y a 2 formulaires qui vous attendent à la sortie. Un premier, c'est un formulaire de satisfaction de l'F2IC. Remplissez-le, donnez tous vos retours, ça permet d'améliorer à chaque fois. Et le deuxième formulaire, il est un peu exceptionnel, c'est pour vous proposer, si vous ne faites déjà pas partie du club premium des actionnaires de Pernod Ricard, d'y souscrire. Il faut détenir déjà 24 actions pour en faire partie. Et si vous ne les avez pas encore, sachez que vous pouvez quand même adhérer au club premium en ligne, une fois que vous les aurez, sur notre site internet pernodricard.com. Vous trouverez une page dédiée au club premium des actionnaires sur notre site corporate. Merci à toutes et à tous. Peut-être le 10 novembre à l'Assemblée Générale, salle Pleyel. Au revoir.